La pluie tombait en pluie battante sur le pavé glissant de la rue des Érables, chaque goutte résonnant comme un murmure lugubre dans la nuit. Margot Lemoine, héritière d'une fortune colossale, se tenait devant la porte de son manoir ancestral, son cœur battant la chamade, tandis qu'elle contemplait les ombres mouvantes dans le jardin. Le parfum terreux de l'argile humide s'entremêlait aux effluves des roses fanées, créant une ambiance à la fois mélancolique et mystérieuse. Ce soir-là, une réunion de famille avait été convoquée dans l'appartement au dernier étage du manoir, mais l'atmosphère était électrique, chargée d'une tension palpable. Les héritiers étaient rassemblés pour discuter des conditions étranges du testament de Margot, qui stipulait que chacun d'eux devait cohabiter pendant 1 an sous le même toit pour avoir droit à leur part d'héritage. Alors que les éclairs zébraient le ciel sombre, Margot ne pouvait s'empêcher de ressentir un frisson d'appréhension. Elle savait que cette cohabitation était bien plus qu'un simple arrangement familial. Un rictus amer se dessina sur ses lèvres, alors qu'elle pensait aux rivalités et aux secrets enfouis qui menaçaient d'éclater au grand jour. Dans ce silence lourd de promesses non tenues et de tensions latentes, aucun d'eux ne pouvait imaginer à quel point cette année serait marquée par des événements tragiques qui bouleverseraient leurs vies à jamais. Les jours passèrent, et la cohabitation au manoir des Érables devint un véritable champ de bataille. Les rires fins des héritiers, Élise, la cousine envahissante aux intentions cachées, et Marc, le frère cynique dont le sarcasme masquait des blessures profondes, résonnaient dans les couloirs comme des échos d'une harmonie illusoire. Margot observait chaque interaction avec une attention aiguisée, ses instincts aiguisés par la peur de perdre ce qu'elle avait toujours considéré comme son droit. Les tensions montaient à mesure que chacun tentait de revendiquer son territoire dans ce vaste domaine, et les disputes éclataient pour un rien, un plat mal préparé, un commentaire désobligeant sur le passé de l'autre. L'air était lourd de rancœur non exprimée et de ressentiments longtemps enfouis. Le soir du 5e jour, alors que les ombres s'allongeaient sous la lumière vacillante des chandelles, une telle dispute éclata entre Élise et Marc. La pièce vibrait sous les cris, tandis que Margot se tenait à l'écart, ressentant un mélange d'excitation et d'angoisse. Ce qu'elle redoutait s'approchait. L'héritage qu'il convoitait devenait une malédiction. Puis vint la nouvelle qui fit trembler le manoir. Un cri perçant retentit dans la nuit sombre quand Élise disparut sans laisser de traces. La tension se transforma en terreur palpable, alors que chaque regard se posait sur Margot. Était-elle responsable? Cette question flottait dans l'air chargé d'électricité, promettant que rien ne serait plus jamais pareil. Élise, la brillante cousine de Margot, était un paradoxe vivant, à la fois fascinante et redoutée. À 30 ans, elle avait toujours été la préférée des grands-parents, avec son charme éclatant et sa capacité à séduire tous ceux qui croisaient son chemin. Les gens disaient qu'elle pouvait parler au mur, tant elle savait capter l'attention. Cependant, derrière ce sourire éblouissant, se cachait une solitude profonde. Élise n'avait jamais trouvé sa place dans le monde. En grandissant dans l'ombre de Margot, l'héritière désignée, elle avait développé une jalousie corrosive dont elle ne se rendait même pas compte. Sa vie se déroulait dans un appartement chic à Paris, mais elle passait ses journées à s'enfermer dans une bulle d'insatisfaction, jonglant entre des emplois précaires et des relations éphémères. Les soirées passées à flâner dans les bars huppés masquaient un vide existentiel que rien ne semblait pouvoir combler.
Malgré ses sourires éclatants lors des réunions de famille, il y avait toujours cette lueur de méfiance dans ses yeux sombres. Elle observait Margot avec une intensité presque effrayante, comme si chaque geste de sa cousine lui rappelait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. Soudainement, cette rivalité latente atteignit son paroxysme lorsque le testament scellé de leur grand-mère révéla la condition d'héritage qui les obligeait à vivre ensemble. Dans ce manoir, où les murs semblaient porter les secrets du passé, Élise était devenue non seulement une héritière en quête d'une fortune, mais aussi une femme désespérée, aux prises avec ses démons intérieurs. Le jour de sa disparition marquerait le début d'une spirale tragique qui mettrait en lumière non seulement les luttes internes des héritiers, mais aussi la fragilité des liens familiaux face à la convoitise et au désespoir. Dès les premiers jours de leur cohabitation, des signes inquiétants commencèrent à surgir, comme des ombres furtives dans la lumière vacillante du manoir. Margot remarqua rapidement le comportement étrange d'Élise, qui semblait de plus en plus nerveuse, ses mains tremblant légèrement lorsqu'elle servait le dîner ou lorsqu'elle croisait le regard de Marc. Les murmures dans les couloirs se faisaient plus fréquents et une tension sourde s'installait dans l'air, palpable comme la brume qui enveloppait le jardin au petit matin. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas silencieux, Margot aperçut Élise jeter des coups d'œil furtifs par la fenêtre, ses yeux scrutant l'obscurité comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Les éclats de rire avaient fait place à des silences pesants, et les discussions se réduisèrent souvent à des échanges glaciaux. Puis il y eut ce bruit suspect venant du grenier, un grattement incessant qui troubla leur nuit et les plongea dans une paranoïa croissante. Margot, tiraillée entre l'inquiétude et la curiosité, décida d'enquêter sur cette source de malaise. Elle fouilla le grenier mais ne trouva rien d'autre que de vieux souvenirs poussiéreux. Cette atmosphère devenue oppressante ne faisait qu'exacerber ses propres angoisses. Elle sentait que quelque chose se tramait sous la surface paisible du manoir. Alors qu'Élise commençait à disparaître pendant des heures sans explication, un frisson glacial parcourut l'échine de Margot. Peut-être que son héritage était devenu un piège mortel dont personne ne sortirait indemne. L'inquiétude grandissait alors que les tensions s'accumulaient. Chaque sourire fin cachait désormais une menace latente. Une nuit, alors que l'orage grondait au loin, Margot se réveilla en sursaut, une image obsédante dans son esprit. Elle se remémorait un jour d'été de leur enfance où Élise, enjouée, les avait entraînés dans un vieux cimetière à la périphérie du village. Les rires de l'époque résonnaient encore dans sa mémoire, mais ce qui l'angoissait désormais était le regard sombre d'Élise, alors qu'elle s'émerveillait devant des pierres tombales anciennes. « On ne devrait jamais avoir peur de la mort », avait-elle dit avec un sourire énigmatique. « C'est juste une autre façon de vivre. » À cette époque, Margot avait ri de la réflexion troublante de sa cousine, mais maintenant ces mots résonnaient comme un avertissement. La nostalgie se mêlait à une angoisse grandissante. Elle comprenait que cette fascination pour le macabre pouvait dissimuler quelque chose de bien plus sinistre. Cette pensée troublante lui revenait sans cesse. Et si Élise voyait leur héritage non pas comme une bénédiction, mais comme une malédiction? Au fur et à mesure que les jours passaient et que la tension montait dans le manoir, Margot réalisait qu'elle n'avait jamais vraiment compris Élise, ses motivations obscures ou ses désirs inavoués. Cette révélation soudaine fit trembler son cœur. Elle savait maintenant
que pour percer le mystère de la disparition d'Élise, il lui faudrait plonger dans les abysses des secrets familiaux et affronter des vérités qu'elle aurait préféré ignorer. La culpabilité et la terreur se mêlaient à son amour pour sa cousine. Elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Marc, le frère de Margot, était une figure complexe, à la fois protecteur et provocateur. À 32 ans, il arpentait le monde avec un cynisme affûté, sa carrière dans le journalisme d'investigation l'ayant façonné en un homme désabusé. Son regard perçant et son sourire narquois masquaient une intelligence vive et une sensibilité qu'il s'efforçait de dissimuler derrière une façade de détachement. La rivalité entre lui et Élise n'était pas nouvelle. Leurs échanges étaient souvent teintés d'une hostilité palpable, chacun cherchant à devancer l'autre dans les manigances familiales. Marc avait toujours été le favori de leur père, et cette dynamique créait un fossé entre lui et sa cousine. En dehors du manoir, il menait une vie errante, se déplaçant d'un appartement à l'autre dans Paris, rarement capable de se fixer ou de s'attacher à quoi que ce soit. Son besoin d'évasion était devenu presque compulsif. Il fuyait les engagements comme la peste. Cependant, sous cette carapace se cachait un homme tourmenté par ses propres échecs et par la pression constante de devoir prouver sa valeur face à Margot. Au fond, Marc ressentait une responsabilité croissante envers sa sœur. Malgré leur tension, il voulait la protéger des secrets qui couvaient dans le manoir. Mais alors qu'Élise commençait à disparaître mystérieusement des soirées familiales, une suspicion grandissait en lui. Serait-elle vraiment partie ou avait-elle disparu volontairement? Le mystère entourant sa disparition éveillait en lui des instincts d'investigateur. Il se mit à observer les comportements des autres héritiers avec attention, notant chaque détail, comme un journaliste traquant une histoire incomplète. Au fur et à mesure que les jours passaient et que la tension montait, Marc sentait que son propre passé entaché pouvait jouer un rôle crucial dans cette tragédie familiale. Il savait qu'il devait comprendre Élise, ses motivations, ses peurs, pour espérer élucider le mystère qui pesait sur leur héritage commun. Le matin du 4e jour, après la disparition d'Élise, un silence étrange régnait dans le manoir des Érables, un silence oppressant, comme si la maison elle-même était en deuil. L'atmosphère était lourde et stagnante, chargée d'une anxiété palpable qui flottait dans l'air comme une brume épaisse. Margot se tenait sur le seuil de la pièce où ils avaient partagé tant de rires, mais aujourd'hui, les murs semblaient murmurer des secrets qu'ils n'étaient pas prêts à révéler. Les voiles de fenêtre, mal fermées, flottaient doucement au gré d'un vent léger, créant des ombres vacillantes qui dansaient sur le sol en marbre. La lumière du matin filtrait à travers les fissures et projetait des motifs étranges sur les carreaux, comme si le manoir se moquait de leur malaise. En parcourant la maison à la recherche d'indices sur la disparition d'Élise, Margot entra dans le salon, où elle aperçut une tasse à café abandonnée sur la table basse, un vestige du dernier petit déjeuner qu'ils avaient partagé ensemble. Les éclats de porcelaine brisés au sol racontaient une histoire silencieuse de conflits et de tensions. L'odeur du café amer s'était mélangée aux effluves sucrés des pâtisseries laissées par Élise. Mais aujourd'hui, ces odeurs étaient devenues rancissantes, témoins d'un bonheur désormais évanoui. La pièce était plongée dans une obscurité inaccoutumée. Les rideaux tirés bloquaient la lumière extérieure et contribuaient à cette atmosphère morose.
alors qu'elle fouillait parmi les coussins du canapé pour retrouver une lettre que sa cousine avait mentionnée avant sa disparition, Margot sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Un cri résonna soudainement dans son esprit. « Que se passe-t-il ici ?» Et alors qu'elle regardait autour d'elle avec méfiance, il lui semblait que même les murs avaient des yeux qui l'observaient avec suspicion. Dans ce havre familial devenu lieu de mystère et de peur, chaque recoin semblait abriter un secret mortel qui ne demandait qu'à être découvert. Margot savait que le temps pressait. Elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé, avant que la peur ne devienne trop écrasante pour affronter les vérités cachées sous cette façade familiale apparemment intacte. Les sœurs se succédaient avec une lenteur insupportable, alors que la maison s'enveloppait dans une atmosphère de suspicion croissante. La disparition d'Élise était devenue le sujet de toutes les conversations, chaque héritier ayant sa propre théorie sur ce qui avait pu arriver. À mesure que la nuit tombait, Margot prit la décision de reconstituer la chronologie des événements qui avaient précédé ce drame inexplicable. Elle se remémorait les détails, cherchant à assembler un puzzle dont les pièces semblaient se dérober sous ses doigts. Il était 20 heures lorsque tout avait commencé à changer. Ce soir-là, une dispute éclata entre Élise et Marc dans le jardin, leur voix portant jusqu'aux fenêtres du manoir. Margot se souvenait avoir entendu des éclats de voix, mais elle ne pouvait saisir qu'un mot, ici ou là. Héritage, trahison, et finalement, un « je te déteste » hurlé par Élise, avant qu'elle ne s'éloigne dans la nuit. C'était le dernier moment où elle l'avait vue. 1 heure plus tard, Margot et Marc étaient restés à discuter dans le salon, préoccupés par l'orage qui grondait au loin. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'Élise ne revenait pas. À 22 heures, lorsque la tempête éclata réellement et que la pluie battante tambourinait sur les vitres, ils décidèrent de partir à sa recherche. Mais en parcourant le jardin d'un pas pressé, ils ne trouvèrent que son manteau abandonné sur un banc. Un indice troublant qui renforçait l'inquiétude déjà palpable dans l'air. Les heures passèrent, alors que Margot appelait désespérément son nom à travers le manoir silencieux. Aucun écho ne lui répondait. Dès le lendemain matin, les premiers rayons du soleil révélèrent une scène cauchemardesque. Élise avait disparu sans laisser derrière elle aucune trace tangible pour expliquer son absence. Les recherches dans les alentours du manoir furent infructueuses. Aucun témoin n'avait vu quoi que ce soit d'inhabituel cette nuit-là. Les héritiers commençaient à murmurer des théories inquiétantes sur une possible fuite volontaire ou même un acte irréfléchi face à la pression familiale croissante. L'obscurité du mystère s'épaississait alors que chacun cherchait à dissimuler ses propres secrets, tout en étant plongé dans une spirale de méfiance mutuelle. La tension atteignit son paroxysme lorsque Margot comprit que chaque membre de leur famille avait quelque chose à cacher et que cela pourrait bien être lié à la tragédie qui venait de frapper leur héritage commun. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'enquête sur la disparition d'Élise prenait une tournure de plus en plus inquiétante. Les policiers, alertés par Marc, commencèrent à interroger chaque héritier dans le manoir des Érables, et Margot, bien que désireuse d'aider, ressentait un poids écrasant sur ses épaules. Les questions fusaient, et chaque réponse semblait creuser un peu plus profondément dans les failles de leur dynamique familiale. Les premières interrogations furent dirigées vers Marc, qui expliqua en détail sa dernière interaction avec Élise. Il décrivit la dispute au jardin, mais son ton était étrangement nonchalant,
presque détaché. C'était juste une dispute de famille, avait-il dit avec un soupir. Mais les inspecteurs notèrent l'angoisse sous-jacente dans sa voix, cette tension qui trahissait quelque chose d'inavoué. Ensuite vint le tour de Margot. En racontant son point de vue sur la soirée où Élise avait disparu, elle essaya de rester calme malgré l'urgence qui pulsait dans ses veines. Pourtant, ses propres souvenirs étaient troublés par la peur. Avait-elle vraiment vu Élise sortir dans la tempête, ou était-ce seulement une illusion créée par l'angoisse? Les autres héritiers furent également interrogés. Camille, la cousine éloignée qui avait toujours été jalouse de la relation entre Margot et Élise. Paul, un ami proche d'Élise, qui semblait trop chagriné pour être sincère. Et même Gérard, le jardinier du manoir, dont les yeux cachèrent des secrets inavoués. Chacun avait son histoire. Chacun semblait avoir quelque chose à cacher. Les policiers notèrent des contradictions dans leurs récits, des détails qui ne s'alignaient pas parfaitement avec le récit des autres, et cela éveilla davantage leurs suspicions. Le climat du manoir devenait de plus en plus tendu alors que chacun commençait à se méfier des autres. Des regards furtifs étaient échangés lors des repas silencieux. Les rumeurs circulaient comme des feux follets dans l'obscurité. Margot se sentait prise au piège dans un filet tissé par leurs secrets collectifs. Il semblait qu'une ombre planait sur eux tous. La peur s'immisçait dans chaque conversation. Aucun témoin ne pouvait éclaircir ce mystère. Chaque membre de cette famille, autrefois soudé, était devenu un suspect potentiel aux yeux des autres. Alors que la vérité restait insaisissable, Margot comprit qu'il lui faudrait plonger encore plus profondément dans le passé pour débusquer ce qui se cachait réellement derrière cette tragédie inexpliquée. L'inquiétude croissante autour de la disparition d'Élise attira l'attention des médias, et bientôt, des experts en criminologie furent appelés à donner leur avis sur cette affaire troublante. La célèbre psychologue criminelle, Dr. Émilie Laurent, fut sollicitée pour analyser la dynamique familiale et les comportements des héritiers. Elle arriva au manoir avec un air déterminé, ses notes griffonnées à la hâte et son regard acéré scrutant chaque coin de la maison. Lors d'un entretien avec Margot, elle s'efforça de comprendre les relations tendues entre les membres de la famille. Les familles qui se retrouvent face à un héritage important révèlent souvent des fractures latentes, expliqua-t-elle d'une voix douce mais ferme. Les conflits émotionnels peuvent pousser certaines personnes à des actes désespérés. Dans ses observations, elle remarqua que chacun semblait jouer un rôle dans une pièce tragique, le protecteur, le manipulateur, le jaloux. Ces rôles étaient parfois si enracinés qu'ils obscurcissaient la vérité. Darmon. Laurent s'intéressa particulièrement au comportement d'Élise avant sa disparition. Il est possible qu'elle ait ressenti une pression immense, non seulement celle liée à l'héritage, mais aussi celle de maintenir des relations familiales déjà fragiles, nota-t-elle. Margot se souvint alors de ces moments où Élise semblait perdue dans ses pensées, ses yeux tristes, trahissant une lutte intérieure profonde. Elle avait toujours ce sourire sur son visage, murmura-t-elle, mais je pouvais sentir qu'elle était accablée. La psychologue poursuivit son analyse en se concentrant sur Marc, qui avait été au centre de la dispute avec Élise. Il semble que Marc ait un besoin irrépressible de prouver sa valeur. Cela pourrait avoir exacerbé leur tension. En l'écoutant, Margot comprit que les frustrations accumulées entre eux
n'était peut-être que la surface d'un problème plus profond, enraciné dans leur passé familial commun. Les journaux ne tardèrent pas à relayer les commentaires du docteur Laurent, suscitant une attention médiatique grandissante autour du manoir et alimentant les spéculations sur ce qui avait vraiment pu arriver à Élise. Les réseaux sociaux s'enflammèrent alors que des théories diverses circulaient parmi le public. Certains évoquaient un enlèvement dramatique, tandis que d'autres insinuaient un acte suicidaire face à la pression familiale écrasante. L'inquiétude devint palpable. Chaque membre de la famille se retrouva plongé dans une mer d'incertitudes et de soupçons, comprenant que tout pouvait basculer en un instant si la vérité venait enfin à être révélée. Lorsque l'affaire d'Élise atteignit enfin le tribunal, le manoir des Érables devint le théâtre d'une lutte acharnée pour la vérité. Les avocats de la défense et de l'accusation se préparaient à exposer leurs arguments dans une salle remplie de journalistes, d'héritiers anxieux et de curieux attirés par le mystère. L'atmosphère était électrique, un mélange d'angoisse et d'excitation, alors que chacun espérait que ce procès leverait le voile sur des événements encore obscurs. L'avocat de la défense, maître Antoine Leblanc, était convaincu qu'Élise avait fui volontairement, écrasée par les pressions familiales et la peur de l'avenir. « Mesdames et messieurs du jury », commença-t-il avec assurance, Élise n'était pas une victime, elle était une jeune femme en quête de liberté. Ses disputes avec Marc ne faisaient que révéler son désir ardent de s'échapper des chaînes d'une vie qu'elle ne voulait plus. Son plaidoyer jetait une ombre sur les autres héritiers, insinuant qu'ils avaient tous quelque chose à cacher. Un climat d'hostilité qui ne faisait qu'envenimer les relations déjà tendues. De l'autre côté, l'accusation, représentée par la redoutable maîtresse Claire Dufresne, soutenait que la famille poussait Élise au désespoir. La pression exercée sur elle par ses proches a conduit à sa disparition, déclara-t-elle avec passion. Il est crucial de comprendre que derrière les sourires se cachent des conflits intérieurs dévastateurs. Ce manoir est devenu un véritable labyrinthe de secrets où la vérité se perd dans les ombres. Elle pointa du doigt les tensions entre Marc et Élise comme étant au cœur du drame familial. Les médias s'emparèrent rapidement des deux récits opposés. Les réseaux sociaux explosaient de réactions contradictoires au fil des témoignages. Certains défendaient Marc comme étant un frère protecteur, pris dans un tourbillon tragique, tandis que d'autres voyaient en lui un manipulateur capable d'agir sous la pression. Les opinions étaient divisées. Certains internautes exprimaient leur soutien à Margot, tandis que d'autres accusaient ouvertement Camille ou même Paul d'avoir joué un rôle mystérieux dans cette affaire. Les témoignages des héritiers eux-mêmes ajoutaient à la cacophonie ambiante. Chacun tentait de sauver sa réputation, tout en cherchant à incriminer subtilement les autres. La tension montait jour après jour. Chaque phrase prononcée dans cet auditorium semblait creuser davantage le fossé entre eux tous. Alors que l'audience s'étendait sur plusieurs jours, Margot réalisait que peu importe qui serait déclaré coupable ou innocent dans cette tragédie humaine, ils porteraient tous le poids des choix qui avaient mené à cette effroyable disparition. Les masques tombaient lentement, laissant entrevoir les vérités amères cachées sous leur façade familiale parfaitement polie. Alors que le procès atteignait son apogée, une révélation inattendue surgit comme un éclair dans le ciel menaçant d'un orage. C'était une simple lettre qu'un agent de la police avait trouvée par hasard dans les affaires personnelles d'Élise, soigneusement cachée sous une pile de vieux livres dans sa chambre.
Le contenu de cette lettre changea radicalement la dynamique du procès. En la lisant à haute voix devant le tribunal, l'agent dévoila des pensées intimes d'Élise, un cri du cœur où elle exprimait ses angoisses et son désir de fuir cette vie oppressante. « Je ne peux plus supporter ce poids », écrivait-elle. « Chaque jour est une lutte pour respirer, et je crains que cela ne finisse mal. » Des larmes aux yeux, Margot réalisa que ces mots révélaient non seulement la détresse d'Élise, mais aussi l'isolement extrême qu'elle ressentait au sein de sa propre famille. Cette découverte ébranla les témoins, et même Marc, qui se tenait là, blême et visiblement affecté par les mots de sa sœur. Le public était en émoi. Les murmures parcouraient la salle comme une onde de choc. La pression familiale qu'Élise décrivait était palpable dans chaque recoin du manoir. Ces mots résonnaient avec une sincérité qui ne pouvait être ignorée. Au lieu d'une accusation claire contre Marc ou un autre héritier, la lettre ouvrit la porte à une compréhension plus profonde des luttes internes qui avaient déchiré leur famille. À mesure que le procès avançait vers sa conclusion, chacun des héritiers commença à réaliser qu'ils portaient tous une part de responsabilité dans le désespoir d'Élise. Les tensions qui avaient semblé si palpables pendant ce procès étaient alimentées par leurs propres craintes et regrets. Finalement, lorsque le jury se retire pour délibérer sur l'affaire, Margot comprit que peu importe le verdict rendu, coupable ou non coupable, il ne s'agissait pas seulement de justice pour Élise, mais également d'une quête de réconciliation au sein d'une famille brisée. La vérité éclata au grand jour, lorsque le jury annonça finalement son verdict. Pas coupable de toute implication criminelle dans la disparition d'Élise. Cependant, cela n'apporta ni soulagement ni joie aux héritiers. Au lieu de cela, ils furent confrontés à l'écrasante réalité des conséquences émotionnelles de leurs actions passées. Lorsqu'ils sortirent du tribunal, sous un ciel grisâtre, chacun savait que leur vie ne serait plus jamais la même. La disparition d'Élise avait révélé leurs failles individuelles et collectives. Elle avait fait émerger des vérités qui ne pouvaient plus être ignorées. Dans les jours qui suivirent le verdict, Margot et Marc se retrouvèrent face à face dans le jardin du manoir où tout avait commencé. Leurs regards échangés étaient chargés d'une compréhension silencieuse. Ils savaient qu'il était temps de reconstruire ce qui avait été détruit par l'incompréhension et la peur. Bien que leur chemin vers la guérison soit semé d'embûches, ils prirent conscience qu'ils avaient enfin l'opportunité de rendre hommage à Élise en affrontant ensemble les réalités douloureuses du passé afin de forger un avenir plus lumineux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le souvenir fragile de leur sœur disparue.